Au Gabon, Jean Ping et tous les leaders de la coalition pour une nouvelle république sont désormais interdits de quitter le territoire gabonais. La décision relève d'une mesure administrative provisoire. Au Zimbabwe, le dirigeant de l'opposition Morgan Tsvangirai s'est félicité de la décision de la Cour suprême du Kenya relative à la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. En Somalie, enfin, plus de 10 soldats affiliés au gouvernement somalien ont été tués dimanche. C'est à l'issue d'une attaque de leur base par des combattants islamistes radicaux Shebab. C'était là le sommaire du journal. Bonjour et bienvenue à tous. En Somalie, plus de 10 soldats affiliés au gouvernement somalien ont été tués dimanche. C'est à l'issue de l'attaque d'une de leurs bases par des islamistes radicaux Shebab. L'attaque est survenue dans le sud du pays. Reportage. Ils sont plus d'une dizaine de soldats affiliés au gouvernement somalien à avoir trouvé la mort dimanche suite à l'attaque d'une de leurs bases. De sources concordantes, les Shebab ont fait exploser un camion rempli d'explosifs contre l'entrée principale du camp afin d'ouvrir une brèche et d'y faire pénétrer des combattants armés. Les Shebab ont momentanément pris le contrôle du camp et sont partis après y avoir mis le feu. Dans un bref communiqué publié sur le site de leur chaîne Radio Andalouse, ils ont eu à revendiquer l'attaque d'une rare violence. Aux dernières nouvelles, la base est désormais de nouveau sous contrôle des forces du Jubaland. La région du Jubaland et sa principale ville côtière Kismayo furent pendant 4 ans une place forte des Shebab qui traitent de substantiels revenus du port. Kismayo avait été reprise en 2012 par des milices locales épaulées par les forces kenyanes. Le port situé à environ 500 km au sud-est de Mogadiscio et la région de Jubaland alentour sont désormais dirigés par un gouvernement local affilié aux autorités fédérales somaliennes. Une coalition qui donne désormais du fil à retordre aux combattants islamistes radicaux Shebab qui ont juré aller jusqu'au bout de leur quête. Au Gabon, l'opposant Jean Ping, qui conteste toujours la réélection du président Ali Bongo et tous les leaders de la coalition pour une nouvelle république sont désormais interdits de quitter le territoire gabonais. La décision relève d'une mesure administrative provisoire consécutive à un appel à la désobéissance civile lancé par le chef de file de l'opposition. Un pas de plus de franchi dans la crise qui oppose le régime au pouvoir et Jean Ping qui conteste toujours la réélection au Gabon d'Ali Bongo, exhortant tous ces militants et ceux de la coalition pour une nouvelle république à des manifestations civiques jusqu'au départ du régime au pouvoir. Jean Ping et sa suite se sont mis à dos le gouvernement gabonais qui voit une volonté manifeste de trouble à l'ordre public, d'insurrection, d'appel à la rébellion et à la guerre civile. Toute sortie du territoire national a alors été provisoirement interdite aux concernés. Une mesure administrative avec pour effet immédiat dont ont déjà fait les frais de personnalités gabonaises. Le professeur Albert Ondouossa, ancien ministre et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2009, a été empêché de monter à bord de l'avion qui devait l'amener au Cameroun le 27 août dernier. De son côté, l'ancien Premier ministre Kazmi Oyemba et son épouse n'ont pas pu embarquer le 1er septembre à bord du vol Air France à destination de Paris en France. Pour le ministre gabonais de l'Intérieur, la mesure en vigueur n'a pas vocation à durer dans le temps. Lorsque la situation sera devenue normale, le gouvernement avisera. Dans la même veine, le gouvernement gabonais a par ailleurs interdit l'accès aux médias d'État à tous les opposants qui viendraient lancer des appels à la désobéissance civile. En Afrique du Sud, cette fois, les taux judiciaires se resserrent autour de 12 années. Le fils du président Jacob Zuma, après son père, il est accusé de corruption en lien avec la puissante famille Gupta. Duduzane Zuma, le fils du président sud-africain, nouvelle cible de l'opposition. Il lui est notamment reproché de favoriser les Gupta, cette riche famille d'entrepreneurs controversés d'origine indienne qui ont décroché de juteux contrats publics. Duduzane Zuma est également accusé par l'ONG sud-africaine de lutte contre la corruption UTA de détenir de nombreuses parts dans l'empire Gupta et de siéger dans les conseils d'administration de plusieurs entreprises du groupe indien en raison de sa proximité avec ses fondateurs. Selon l'ONG, il a amassé une vaste fortune et possède de multiples intérêts commerciaux dont nombre sont liés à la famille Gupta. À 22 ans, Duduzane Zuma débute comme stagiaire dans l'entreprise informatique Sarah Computers. 4 ans plus tard, en 2008, il entre à son conseil d'administration.
Il ne peut pourtant se taguer d'aucune qualification évidente pour le poste, note l'ONG sud-africaine de lutte contre la corruption. Déjà en octobre, il a été cité dans un rapport explosif de la médiatrice de la République chargée du bon usage des deniers publics. Le document, qui décrit la collusion présumée entre le président Zuma et les Gupta, dénonce de nombreux exemples où les Gupta auraient obtenu des contrats publics via de 12 années. Au Zimbabwe, où le dirigeant de l'opposition Morgan Tsvangirai s'est félicité de la décision de la Cour suprême du Kenya relative à la tenue d'une nouvelle élection présidentielle, et ce, en raison de l'annulation du vote du mois dernier. C'était à l'occasion de la cérémonie consacrant le lancement de l'alliance du MDC, le mouvement pour le changement démocratique au Zimbabwe. Reportage. Le Zimbabwe aux couleurs de l'alliance du MDC, le mouvement pour le changement démocratique porté sur les fonds baptismaux en présence du leader de l'opposition, a fait la part belle au cours de sa toute première sortie aux événements survenus au Kenya voisin. Morgan Tsvangirai s'en réjouit en termes d'un premier historique, en arriver à annuler une élection supposée remportée par un président en exercice. Pour lui, il s'agit d'une décision sans précédent dans toute l'Afrique, un bon pas vers la démocratie. Si cela a pu être possible au Kenya, estime le leader de l'Alliance MDC, cela peut donc arriver aussi au Zimbabwe, exulte Morgan Tsvangirai. À 3 reprises, le leader du mouvement pour le changement démocratique a tenté d'accéder à la présidence de son pays, perdant à chaque fois face au président Robert Mugabe au pouvoir depuis l'indépendance du pays. Le MDC fait partie d'une coalition d'opposition formée en perspective de l'élection présidentielle de 2018 afin de battre enfin le président en exercice, potentiel candidat à sa propre succession. À ses partisans, Morgan a déclaré qu'il devrait y avoir dans le pays des réformes claires avant le prochain scrutin afin d'éviter les conflits. Par le passé, les élections au Zimbabwe ont été marquées par des violences, des intimidations et des accusations portant sur des fraudes électorales et le vote d'électeurs fantômes. Au Cameroun, de nombreux tradis praticiens venus de tous les départements de Douala, la capitale économique du pays, ont pris part aux manifestations ayant marqué en fin de semaine la célébration de la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle sous la présidence effective du représentant du délégué régional de la santé publique du littoral, Narcisse Oum, pour le compte rendu. La 15e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle a été commémorée ce 31 août 2017 à la salle des fêtes d'Aqua de Douala, sous le thème « Intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé, progrès à ces jours ». On évalue le progrès qu'on a fait jusqu'à ce jour, jusqu'à cette 15e journée. Donc ces progrès, ils sont naturellement mitigés, mais en fait, comme vous l'avez constaté, nous attendons beaucoup des pouvoirs publics, nous attendons beaucoup du ministère de la Santé publique, parce qu'en fait, s'ils nous assistent, l'appui n'est pas suffisant. Cette journée est une initiative prise en 2000 par l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine pour promouvoir la médecine traditionnelle africaine. Était présent à la cérémonie organisée à cet effet le représentant de la délégation régionale du ministère de la Santé publique du littoral, le docteur Ekoum Joseph, représentant du délégué. Mais en participant à cette journée, si le ministère de la Santé a bien voulu être à cette journée et a bien voulu participer à cette journée, c'est une forme déjà de reconnaissance de ce que font les médecins traditionnels. Selon le docteur Ekoum Joseph, 820 espèces de plantes médicinales sont recensées au Cameroun. Il a fait aussi remarquer que plus de 2 tiers des espèces de plantes du monde ont une valeur médicinale. Au Cameroun, la médecine traditionnelle est confrontée à de multiples problèmes liés à la formation insuffisante des pratiquants, aussi à l'instruction des charlatans véreux. Oui, les brebis galeuses, on a pris une décision ensemble. On a dit qu'après cette journée, on va former une équipe. Donc on va former une équipe, ce qui veut dire qu'on va ensemble créer une association pour traquer les brebis galeuses. Cette journée a également mis en lumière la coopération grandissante entre la médecine dite moderne et la médecine traditionnelle. Hors de l'Afrique, à présent, fermeture annoncée dans des derniers journaux indépendants du Cambodge. À la base d'une telle situation, l'incapacité de payer des arriérés d'impôts que lui réclame soudain le gouvernement du Premier ministre Hun Sen. Ce dernier est soupçonné de vouloir neutraliser toute opposition.
Le journal du Cambodge, qui se dit persécuté, a publié un communiqué qui soutient que le pouvoir de la taxe est le pouvoir de détruire. Après avoir été au service de la nation durant 24 ans, 1 mois et 15 jours, le gouvernement cambodgien a détruit le Cambodia Daily. Ce quotidien représentait une branche spéciale et singulière de la presse libre au Cambodge. L'édition de lundi sera donc la dernière du titre, à en croire le responsable du journal qui estime être victime d'une attaque politique. En effet, le gouvernement lui réclame 6 300 000 $ d'impôts, un chiffre qui ne tient absolument pas compte de ces réalités d'après le journal. Cambodia Daily avait déclaré qu'il s'agissait d'un tournant qui menace de faire entrer le Cambodge dans une nouvelle période de répression. La semaine dernière déjà, les États-Unis avaient exprimé leur profonde préoccupation concernant l'état de la démocratie cambodgienne après le renvoi d'une ONG américaine et des menaces de fermeture de plusieurs journaux indépendants. D'autres titres sont en effet menacés par la vague de répression lancée par le Premier ministre. Des mesures fiscales ont également été annoncées par le gouvernement contre Radio Free Asia et Voice of America, financées par les États-Unis, qui affirment de leur côté respecter les lois locales. Une note du sport dans ce journal. Le petit prodige du football français Kylian Mbappé, 18 ans, a été prêté par Monaco au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé jeudi les deux clubs français, quelques heures avant la fin du marché des transferts. Un prêt assorti d'une option d'achat qui, dès son exercice, lierait ensuite le joueur au PSG jusqu'en 30 juin de l'an 2022. 222 millions d'euros pour Neymar, 180 pour Kylian Mbappé. En quelques semaines, le PSG a battu tous les records pour acquérir ces dernières recrues qui deviennent les deux joueurs les plus chers du monde à seulement 25 et 18 ans. Un mercato qui s'emballe et qui ravit les fans du club parisien. Depuis l'arrivée de Neymar, il y a beaucoup plus d'enthousiasme. On sent que le public reprend espoir en notre possibilité de gagner la Coupe d'Europe, parce que c'est vraiment l'objectif maintenant. De telles prises de guerre n'auraient pas été possibles sans les moyens financiers astronomiques du club, racheté en 2011 par un fonds souverain du Qatar. Le PSG peut désormais se permettre de s'offrir les meilleurs, quitte à faire du foot business. Mais pas de quoi faire sourciller les supporters pour autant. Il faut vivre avec son temps. Le PSG, c'est un grand club maintenant, donc c'était comme ça à l'époque dans d'autres clubs. Et voilà, pareil, maintenant il fait partie du top 5. C'est un mec qui a beaucoup d'argent en jeu. Reste une question, le PSG respecte-t-il bien la règle du fair play financier ? L'UEFA interdit en effet à un club de dépenser plus qu'il ne gagne, sous peine de sanctions. Avec 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, ces achats de joueurs risquent d'endetter le PSG. Une accusation que son président balaie d'un revers de main. J'ai une équipe très solide avec moi. Ils travaillent vraiment jour et nuit, rien que pour respecter la règle du fair play financier. Donc à tous ceux qui se préoccupent de ce fair play, je leur dis, allez donc vous prendre un petit café et ne vous inquiétez pas pour nous. Nous sommes entre de bonnes mains. Et surtout, en chef d'entreprise avisé, Nasser Al-Khelaifi parle investissement et rentabilité. En misant sur deux jeunes pépites du football mondial, il espère tirer un bénéfice de leur potentiel croissant. Selon lui, la valeur de Neymar pourrait même doubler d'ici quelques années. Les transferts records ont encore de beaux jours devant eux. C'est la fin de cette édition que j'ai du plaisir à vous présenter. Très bonne semaine à chacun et à tous. Au revoir.